Alors, je vais aussi vous présenter ma stratégie. Je vais le faire de façon un petit peu différente parce que j'avais pas envie de montrer des photos de mes biens, parce que pour la petite anecdote, je suis en train de vendre un appartement et la personne qui est allée acheter a reconnu ma voix au téléphone parce qu'elle a regardé mes vidéos YouTube. Donc pour plusieurs raisons, je ne vais pas montrer, j'ai choisi volontairement de ne pas montrer mes vidéos. Et puis je me suis dit, je vais montrer une vidéo, je vais montrer des photos d'avant, après on va me dire, ah c'est très bien, hein, c'est très très bien la rentabilité. J'avais envie de vous montrer autre chose, de vous montrer d'autres idées, de vous faire toucher du doigt de façon macro. Comment ça se passe en termes d'investissement et qu'est-ce qu'il est possible de faire. Puisque j'ai une stratégie, ceux qui me suivent le savent, j'ai une stratégie un petit peu particulière. Euh, J'ai envie d'interagir avec vous, donc là, j'ai pas envie de parler tout seul. Donc, est-ce que vous comprenez la puissance vraiment de l'immobilier? Est-ce que vous comprenez vraiment pourquoi c'est quelque chose vraiment de très puissant pour pouvoir s'enrichir en termes de patrimoine personnel? Est-ce que vous sentez, est-ce que vous comprenez vraiment pourquoi l'immobilier, c'est quelque chose à faire, que tout le monde devrait faire? Ouais. Vas-y. Par rapport à avant, avec les idées qu'on nous donne, on est formaté pour ne pas emprunter ou emprunter pour sa RP, alors que là, il faut s'enrichir avec des taux d'intérêt très bas. Par contre, il faut être très prudent. Et là, on peut s'enrichir très rapidement, entre guillemets, mais pour un patrimoine sur le long terme. C'est exactement ça. C'est-à-dire, elle a pas c'est exactement ça. Ce qu'elle a voulu dire, c'est que pour s'enrichir, elle utilise la banque. On a un terme pour ça, on appelle ça le levier bancaire. Alors, le levier bancaire, oula, ouais, on va parler de chiffres un petit peu après. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Le levier bancaire, ça s'explique de façon très simple. On a par exemple en mécanique, en physique, imaginez-vous, vous avez une pierre très très lourde et vous voulez la soulever avec vos bras. Si elle fait 3 tonnes, ça va être très compliqué. En revanche, si vous prenez un pied de biche, eh ben, ça va être plus simple. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez réussir à la soulever. Et donc, pour faire le parallèle avec l'immobilier, imaginez-vous ici que c'est une pierre et là vous essayez de tirer sur le pied de biche pour soulever la pierre, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas une longueur suffisante. Donc, c'est là que j'en reviens à la mécanique en physique. C'est-à-dire que utiliser le bras de levier correspond à l'immobilier à la durée du crédit. C'est-à-dire que pour utiliser au maximum le levier bancaire, eh ben, l'idée c'est, beaucoup d'entre vous l'ont compris, mais je préfère quand même le répéter, c'est d'augmenter la longueur de mon crédit. Pourquoi? Parce que les mensualités vont être plus petites, et étant donné que les mensualités vont être plus petites, je vais avoir plus de facilité à avoir un loyer qui soit supérieur à ces mensualités afin de pouvoir générer un cash flow et donc de pouvoir soulever le prix du bien. Donc le principal attrait pour l'immobilier, c'est le levier bancaire. C'est juste le levier bancaire qui vous permet de vous enrichir. Il vous permet de vous enrichir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un capital de départ pour pouvoir acheter de l'immobilier. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir acheter de l'immobilier. Mais il y a un deuxième facteur que personne ne prend en compte, un facteur d'enrichissement. Donc le levier bancaire, c'est un facteur d'enrichissement. Il y en a un autre que personne n'utilise, peu l'utilisent, et je vais vous montrer ce que c'est. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Alors les intérêts composés, on n'en a pas directement sur l'immobilier, puisque des périodes pour avoir les intérêts sont assez longues. Mais il y a d'autres classes d'actifs qui nous permettent d'avoir des intérêts composés avec des périodes plus courtes. Et donc moi, ma stratégie, je vais vous montrer, elle ressemble un petit peu à ça en termes de flux. C'est-à-dire que je pars sur une stratégie de cash flow immobilier. Donc je génère des cash flows en immobilier. Et ensuite, je fais des virements automatiques sur des placements. Alors, là, peut-être que vous avez été voir votre banquier, peut-être qu'il vous a proposé des placements. Mais le problème des placements chez les banquiers, c'est qu'ils ont des frais énormes. Et sur le long terme, alors peut-être que pour vous, ça vous paraît peu d'avoir 2% de frais sur un placement, mais je vous assure qu'avec les intérêts composés, 2%, c'est des milliers, voire des centaines de milliers d'euros sur une période de 20-25 ans. Donc pour éviter ça, pour faire une métaphore un petit peu, moi je passe par des placements en ETF. Donc je vais vous montrer sur un tableau comment ça marche.
Tout le monde voit? Ok. Donc globalement, mon portefeuille, il s'articule comme ceci. C'est que d'une part, j'ai un portefeuille avec de l'immobilier qui est financé par une banque à 110%. Et d'autre part, j'ai un portefeuille avec des ETF. Pourquoi des ETF? Parce que c'est comme des placements financiers. De toute façon, votre banquier va vous proposer des placements et c'est avec des ETF aussi. L'idée là, c'est, imaginez-vous, vous achetez un jean à la boutique du coin. Eh bien, au lieu de l'acheter à la boutique du coin, vous l'achetez chez le grossiste. C'est la même chose. Moi, l'ETF, je l'achète. C'est comme si c'était le grossiste, au lieu de passer par la boutique du coin qui est votre banque. Donc l'idée, c'est que mes cash flows que je génère avec l'immobilier, je les mets en virement automatique sur un placement en ETF qui lui me génère. Alors ça dépend, ça varie, mais en général c'est entre 10 et 14%. Une fois que j'ai généré suffisamment de capital avec mes ETF, eh ben, moi l'idée c'est de rembourser le prêt que j'ai en immobilier. C'est-à-dire que j'ai que 2 transferts d'argent. Alors ça ne se fait pas tous les mois, parce que justement quand je négocie mon crédit au niveau des IRA, on en a parlé tout à l'heure, ça dépend de la façon dont vous négociez vos IRA. C'est-à-dire, je répète, hein, les IRA c'est le fait de rembourser un crédit et ne pas avoir de frais. Donc moi je m'arrange à avoir dans mon crédit une clause qui dit comme quoi j'ai le droit de rembourser une fois par an mon crédit sans avoir de frais. Donc ce qui me permet d'avoir... alors, j'ai oublié autre chose. En termes d'impôts, je sais que je vais avoir la question. Les ETF, on peut investir dessus à travers plusieurs véhicules fiscaux. Donc, ça peut être l'assurance vie, ça peut être le PEA, ça peut être le compte titre. L'avantage du PEA, c'est qu'au bout de 5 ans, vous n'avez pas d'impôt. Donc, j'ai que la CSG, CRDS à payer, donc 17,2. En termes de cash flow, vu que c'est des cash flows que je mets, si je parle de cash flow, c'est que j'ai déjà tout payé sur mes loyers. Et donc, on peut arriver à des gros capitaux en ETF. Je vais vous montrer un exemple chiffré. Donc là, c'est une simulation. On n'en prend pas souvent. Je pense qu'il y en a qui vont avoir un choc quand ils vont voir ça. L'idée, c'est que je voulais vous montrer, c'est assez simple, c'est-à-dire que je voulais juste vous montrer la puissance des intérêts composés. Donc si je fais un placement initial à 10 000 € avec un versement mensuel, donc des cash flows qui proviennent de l'immobilier, je fais un virement de 300 €. Si je fais un virement de 300 € en automatique avec un nombre d'années sur 20 ans et sur un rendement de 10%, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, j'ai un bénéfice de 200 000 € de cash. La chose que je ne dis pas, c'est que c'est un cercle vertueux, parce que vous l'avez compris, d'une part, mes cash flows, l'argent travaille toujours, mais d'une autre part, c'est vachement liquide. Ce qui fait que quand je vais demander un prêt immobilier pour un second bien, troisième bien, quatrième bien, comme l'a dit le courtier ici présent, qui a fait une très belle présentation, ce qui compte, c'est les derniers 3 mois sur le compte. Donc moi, 4 mois avant, je fais un virement de mon portefeuille ETF sur un compte avec marqué en gros épargne. Et ce qui me permet justement de montrer, d'augmenter mon scoring bancaire afin d'avoir un crédit plus avantageux pour moi. Donc c'est un cercle vertueux aussi pour l'emprunt après. Puisque si vous avez beaucoup d'épargne et que vous montrez au banquier que vous avez énormément d'épargne, il va adorer, les banques elles adorent ça. Ici on a un autre, donc là j'ai fait 3 simulations, mais c'est assez facile à faire des simulations. Vous tapez intérêt composé simulation, vous allez trouver sur internet. Donc là on a un placement initial à 40 000, un versement mensuel à 1 000 € sur 20 ans à 10%. Alors ça peut être plus de 10%, hein. C'est pas, j'ai mis ça comme ça. Bénéfice sur 20 ans 700 000 €. Parce que c'est les intérêts composés. Et les intérêts composés, c'est-à-dire que vous gagnez 100 € le premier mois, mais ensuite, donc imaginons 10%, donc ça fait 110 €. Mais ensuite, c'est plus les intérêts de 100 €, c'est les intérêts de 110%, et ainsi de suite. C'est les intérêts des intérêts des intérêts. C'est l'effet boule de neige, comme on dit. Et donc, faire des versements mensuels, ça a aussi un énorme impact, puisque vu que je fais des versements mensuels, j'ai aussi des intérêts sur mes versements mensuels. Moi, le souci que j'avais, c'était que le cash flow, à chaque fois, il dormait. Et vu que j'avais envie de faire travailler cet argent-là, j'ai donc choisi de le placer. Donc là, on a encore une autre simulation. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
C'est-à-dire qu'avec 50 000 euros et 1 500 euros de versement mensuel à 10%, ça vous fait un bénéfice de 1 million. Et ça en automatique. Donc, et en plus, ça vous sert à emprunter pour l'immobilier. Vous voyez le cercle vertueux. Et donc, on peut se générer un patrimoine assez important en quelques années. L'avantage des intérêts composés, alors il faut avoir une vision long terme, hein. Je ne parle pas de trading, je ne parle pas de tout ça, je ne sais pas faire de trading. D'ailleurs, j'en ai assez peur parce que j'ai pas envie de perdre mon capital. Donc je parle de long terme, on s'entend bien. Et vu que je parle de long terme, il y a des stratégies qui fonctionnent sur du long terme. Je pense par exemple, imaginez un ETF. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Un ETF, c'est une petite part dans une entreprise. Et donc il y a une multitude d'entreprises. Imaginons, je prends un ETF du CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 meilleures entreprises en France. Donc si je prends un ETF du CAC 40, ça sera une petite part que j'aurai dans chaque entreprise du CAC 40. S'il y a une entreprise qui disparaît du CAC 40 et une autre qui la remplace, mon ETF le fait automatiquement. Donc c'est vraiment de la gestion passive. Je fais un virement automatique. Le banquier le fait aussi quand il vous propose un placement, sauf qu'il ne vous le dit pas parce qu'il a des frais avec. C'est son but à lui, de vous vendre ça. Donc voilà, est-ce que j'ai prévu autre chose ? Non, c'était assez rapide. C'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire en combinaison de l'immobilier. Et je trouve ça dommage de ne faire que l'immobilier, puisque vous vous privez de plein d'autres facteurs d'enrichissement, comme les intérêts composés. C'est ce que vous faites, vous ? Exactement. Ah oui, c'est exactement ce que je fais. Est-ce que vous avez des questions ? Exchange, je sais plus, c'est un truc anglais, je sais plus. Voilà. C'est des trackers, ça s'appelle des trackers aussi. C'est ETF, tracker. Fiscalement, j'ai déjà dit, c'est assez simple. C'est-à-dire que vous avez un PEA, soit ça peut être sur une assurance vie aussi. Ça peut être également sur une assurance vie, ou soit ça peut être sur un compte au titre. Encore une fois, la fiscalité, c'est pas la chose qu'il faut regarder en premier. C'est en fonction de votre patrimoine personnel, en fonction de vos objectifs, etc. etc. Globalement, le PEA, ce qui est bien, c'est qu'au bout de 5 ans, vous n'avez pas d'impôt lorsque vous sortez l'argent. Et donc, quand vous faites des placements, quand vous faites des virements pendant 5 ans, au bout de 5 ans, vous remboursez d'un coup, vous n'êtes pas imposé sur les placements que vous avez faits. Vous êtes imposé, vous avez la CSG, CRDS, ça c'est assez compliqué de s'en défaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. 2, ok. Oui, Marvin, une question qui me vient comme ça tout de suite. Pourquoi le banquier ne nous a jamais proposé ça ? Ouais. Tu vois. Et... Pourquoi, quand tu vas acheter un jean dans une boutique, pourquoi on ne te propose pas d'aller chez le grossiste ? Okay. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Ben, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Il faut prendre en compte que la banque, quand elle vous fait un crédit, surtout au taux actuel, la banque ne gagne pas d'argent. C'est un simple produit d'appel. C'est un produit d'appel vers d'autres produits annexes, les assurances de la banque, des placements de la banque. Souvent, parfois, dans un crédit, ils vont vous proposer des placements, etc. Il faut savoir que la banque, elle est rémunérée sur les cartes bancaires, sur ses placements, surtout sur l'assurance vie. Elle gagne beaucoup d'argent sur les assurances vie. Et donc, ce n'est pas dans leur intérêt de te proposer quelque chose qui est moins cher et que tu peux contrôler. Oui, tout investissement est risqué. En termes de risque, je trouve ça moins risqué un ETF sur un CAC 40 qu'un bien immobilier au fin fond de la Creuse. Et plus liquide. Surtout que, comme l'a dit Marvin, moi je l'ai fait depuis que tu m'en as parlé, je l'utilise aussi cette stratégie, c'est super puissant. Comme tu as dit, l'ETF, l'avantage c'est qu'on ne s'embête pas à sélectionner une entreprise, il y en a une qui sort, il y en a une autre qui la remplace. C'est ça, c'est automatique. Et en fait, si tu lises sur une durée assez longue, tu mets, je sais pas, 200 € tous les mois sur 10 ans, et ben les périodes où tu vas être sur une valorisation du CAC 40 ou 300 €, c'est énorme déjà. Vous avez vu, qui est à la baisse, tu en achètes plus, en termes de bénéfices. Et quand ça se rehausse, tu en achètes moins, tu vois. Donc si tu pars sur un montant fixe, en fait, ça va se lisser. Et du coup, les risques sont, c'est comme de l'immo, c'est très très minime en fin de compte. Tu disais donc l'argent, en fait, tu peux l'utiliser pour la remettre l'utiliser comme de l'épargne fictive, en fait, et réinvestir ensuite l'ETF.
Alors, en fait, quand vous allez faire votre demande de crédit au niveau de la banque, si vous laissez votre argent dans un placement PEA, etc., la banque, elle pondère, un petit peu comme les loyers. Au lieu de pondérer à 70%, elle pondère en général à 50%. Et donc, pourquoi elle pondère à 50%? L'assurance vie, je crois que c'est un peu plus, il me semble que c'est 70%, je ne sais plus exactement. Mais bref, elle pondère à 50% et elle prend ça en compte dans le scoring bancaire. Et moi, je trouve ça désavantageux que la banque me pondère mes 50%. Imaginons, j'ai un compte avec 300 000 euros, j'ai pas envie qu'elle prenne en compte 150 000 euros dans mon scoring bancaire. Donc, pour éviter ça, c'est comme j'ai dit, 4 mois avant, je fais un virement avec marqué en gros épargne. Vous pouvez même aller plus loin, créer un autre compte et faire des virements chaque mois en disant épargne avril, épargne machin. Voilà. Les possibilités sont illimitées. Oh, oui, bonjour. Tous les ETF ont un taux d'intérêt à 10% ou alors il faut le choisir en fonction du taux de la sécurité ou pas, ou alors c'est automatique à 10%. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez aller sur un ETF, sur l'ETF World. Donc là, c'est les 500 meilleures entreprises au monde. Dès qu'il y en a une qui ne performe pas, eh bien, vous en avez un autre. Alors, les ETF, il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'ils appellent. Si tout le monde investissait sur des ETF, ça serait le marxisme. Et c'est un peu vrai en fait. C'est-à-dire que je dévie vachement de ta question là, c'est pas grave. C'est-à-dire que si vous investissez tous sur des ETF, évidemment, l'ETF ne sera plus performant après. En termes de risque, il vaut mieux aller sur un ETF diversifié qu'un ETF qui a peu de diversification. Donc si vous investissez par exemple sur du CAC 40, en gestion passive, un CAC 40, il me semble qu'on est, si je ne dis pas de bêtises, sur du long terme. Attention, il faut toujours prendre le long terme et pas du court terme. Sur du long terme, il me semble qu'on est à du 7 et du 8%. Bien qu'on pourrait croire, on se dit chaque année ça augmente pas beaucoup. On se dit comment c'est possible d'avoir 7-8%? Parce qu'encore une fois, il y a la notion de durée. Je parle que de long terme. Je pars sur 20 ans, sur 10 ans. Donc il faut toujours choisir, il y a le passif, modéré ou actif. Il faut toujours prendre le actif pour avoir des taux d'intérêt à 10% alors. Non, si on... À 10%, c'est le taux de risque, il est assez bas. Hein. Sur un ETF World, vous êtes à 9% sans vous prendre la tête pendant 10 ans. Hein. Ok, merci. Avec plaisir. Et si tu passes pas par une banque, tu passes sur quelle plateforme en fait pour Moi, je passe... alors, vous en avez plusieurs. Vous avez Saxo Bank. Moi, je passe par Degiro. D-E-G-I-R-O. Vous en avez plein. Voilà. Je suis sur Bink. Ok. Alors ceux qui veulent plus de renseignements, n'hésitez pas à télécharger mon livre que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Mais on en parle. Alors je ne suis pas tout seul à en parler. J'ai pas eu le mérite d'avoir trouvé cette solution tout seul, cette stratégie. Je suis associé avec une personne qui travaillait au Luxembourg, qui travaillait dans une entreprise du Big Four, dans les placements financiers. Donc c'est comme ça que j'ai pu apprendre à utiliser ce type de stratégie, qui est globalement très simple. Il y a une question là. Juste une question. L'argent de l'ETF, vous l'utilisez pour rembourser un prêt immobilier ou Exactement. Je l'utilise pour rembourser un prêt immobilier. Donc le cash flow augmente. Ouais, d'accord. Et c'est un cercle vertueux. Okay. Mon cash flow augmente. Mes versements ici augmentent aussi. Ensuite, je rembourse là. Mais tu vois, c'est un... Ouais, ok. Voilà. C'est pour aller beaucoup plus vite dans le processus d'enrichissement. Comme je dis chaque fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir un patrimoine avec des crédits. Ce que je veux, c'est un patrimoine net. Bien que j'aime beaucoup la banque. Hein. Ouais, vaut mieux avoir 10 apparts complètement payés que d'en avoir 40 Exactement. Crédit dessus, quoi. Et juste un petit truc au niveau de la fiscalité, c'est intéressant d'avoir le levier du crédit pour déduire les intérêts des... Alors le fonctionnement en immobilier, c'est la même chose de tout ce que vous avez vu dans la journée. J'exploite le bien immobilier de la même manière que vous. Je pars sur une stratégie de cash flow, c'est la même chose. C'est identique. La seule chose que je fais en plus, c'est que mes cash flows, je les mets dans des placements. D'accord. C'est juste ça que je fais en plus. Mais du coup, vous réduisez le temps du crédit, du coup les intérêts seront plus faibles? Non, les mensualités. Alors là, il y a deux choix, il y a plusieurs choix. Moi, ce que je fais, ça dépend de la fiscalité, effectivement, ça dépend de votre patrimoine encore une fois, mais vous avez le choix, soit vous réduisez votre crédit global, donc au lieu de le mettre sur 20, imaginons que vous l'avez fait sur 20 ans, vous pouvez le mettre sur 5 ans, j'en sais rien, ou soit vous pouvez réduire vos mensualités, vous gardez le crédit sur 20 ans, ça c'est à vous de voir, c'est un choix personnel. Très bien. Dans les deux cas, vous remboursez du crédit. Oui. Merci. Que je comprenne bien,
Tu dis c'est un placement à long terme, donc ça veut dire que c'est bloqué? Non, c'est liquide. C'est pour ça que je dis que vous pouvez faire un virement 4 mois avant de faire un crédit immobilier après. Quand je dis long terme, c'est parce qu'il y a une notion au niveau des placements, c'est-à-dire que je parle de long terme parce que, bon, imaginons, il y a une crise mondiale et le CAC 40 fait moins 5% une année. Ben, il faut, alors ça c'est de la psychologie, mais il faut être capable de laisser son argent quand le CAC 40 fait du moins 5%. Parce qu'en fait, il y a une règle absolue, sinon le système ne marcherait pas. La règle absolue dans notre système, c'est que le système est un système capitaliste. C'est-à-dire qu'on génère du capital chaque année. La finance, le monde financier, que ce soit immobilier ou autre, monte toujours. C'est une règle absolue. Donc si ça a baissé une année, ça montera toujours. Et donc quand je parle de long terme, c'est pour réduire le risque justement. Est-ce que c'est compris? Parce que si je parlerais en court terme, ça serait risqué et il me faudrait des notions que je n'ai pas aujourd'hui en termes de finance. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec la finance. Donc je pars sur 10 ans, 5, 10, 20. Voilà. Ouais, mais c'est pas bloqué. Hein. C'est super important la distinction entre long terme, court terme et bloqué, pas bloqué. Tu peux avoir un investissement long terme liquide. Donc là, c'est des actions, en fait, les ETF. Hein, ça dépend, ça peut être aussi des obligs. Ouais. Voilà, mais tu peux revendre tout de suite. Mais tu l'investis dans une optique long terme. Alors que, il faut garder l'optique long terme, exactement. Comme l'assurance vie, on dit que tu ne peux pas sortir les fonds avant 9 ans. C'est faux, c'est que ça devient fiscalement intéressant après 9 ans, mais tu peux les sortir tout de suite, quoi. Pourtant, c'est du long terme. Alors, petite précision aussi, c'est que je ne mets pas, vu que je négocie aussi un différé de 1 an en général sur mes biens, je ne mets pas 100% de mes cash flows. Moi, je prends 80% de mes cash flows et je les mets dans les ETF. Et les 20% restants, je les utilise pour les aléas, s'il y a des entretiens un peu plus coûteux que d'habitude ou autre. Ça, c'est à vous de voir, encore une fois. J'ai bien compris le fonctionnement. Est-ce que tes ETF peuvent être achetés via une société? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Ou est-ce qu'il faut le faire en tant que particulier? Eh bien, plus vous passez par l'intermédiaire, et plus les frais sont importants. Je parle par ta société. Par ma société? Ouais, est-ce que si j'ai une holding, c'est ma holding qui peut acheter de l'ETF? Alors ça, c'est un fiscaliste qui va pouvoir te répondre. Je vais te répondre sur ce que je pense. Quand tu rédiges une holding, ça dépend de la holding. Est-ce que c'est une SCI? Est-ce que c'est une SAS? Etc. Tout dépend de l'objet. Si tu fais une SCI, généralement, c'est pas fait pour investir dans des ETF. Donc d'un point de vue fiscal, moi je le ferai pas. Et de toute façon, tu n'en as pas besoin. Puisque de toute façon, on parle de cash flow. Et si tu parles de cash flow, ben, c'est de l'argent dans ta poche. Donc c'est pas un sujet en fait. Très clair. Merci. D'autres questions? Yes. Vous pouvez venir me voir après aussi, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Non, juste quand tu réinjectes ton cash flow pour rembourser une partie de tes crédits, est-ce que tu te dis je rembourse un petit peu de chaque, ou est-ce que tu dis je vais solder celui-ci et tac, ça me fait une maison payée? Comment tu décides de le répartir, ton cash? Encore une fois, ça dépend. Il y a une règle fiscale qu'on n'avait pas parlé tout à l'heure lorsque Benoît est intervenu. Au niveau de la résidence principale, aujourd'hui, vous avez une niche fiscale, c'est-à-dire que lorsque vous revendez, vous n'êtes pas imposé sur la plus-value. Mais il y a aussi une niche fiscale sur la résidence secondaire. Je m'explique. Il y a une règle en fiscalité qui dit que si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale pendant une durée de 5 ans et que vous revendez cette résidence secondaire, vous n'êtes pas non plus imposé sur la plus-value à condition que dans les 2 ans, vous investissez dans une résidence principale. Je ne sais pas si j'ai été clair. En gros, je m'exprime. Imaginons, je loue un appartement, mais j'ai un immeuble à côté. Si je n'ai pas été propriétaire de ma résidence principale pendant 5 ans, je revends mon immeuble à côté, je ne suis pas imposé sur la plus-value, à condition que dans les 2 ans, je rachète une résidence principale. Donc ça veut dire que vous bénéficiez 2 fois d'une revente sans impôt. C'est des stratégies que vous pouvez mettre en place aussi avec des ETF. En fait, c'est infini, c'est en fonction de vous. C'est-à-dire que vous pouvez le laisser dans un placement et le garder pour plus tard. Vous n'êtes pas obligé de rembourser vos crédits. Moi, je le fais parce que j'ai envie d'emprunter, de redévelopper mon patrimoine et d'enchaîner sur les biens immobiliers. Mais vous pouvez totalement faire ça en automatique
et ne plus vous en occuper. La finalité, c'est comme tu disais, c'est quand même que les maisons soient payées, les apparts soient payés. Exactement. Donc là, dans ton objectif à toi, il vaut mieux que tu rembourses un crédit, si c'est ça ton objectif. Mais tout le monde n'a pas forcément le même objectif. J'ai des élèves qui veulent notamment transmettre à leurs enfants. Donc là, on part sur une autre stratégie. Voilà, enfin, chacun a sa propre vision de la chose dans son futur. Merci.